On va passer au troisième et dernier projet. Donc c'est un projet de l'agence Belenfant d'Aubas. C'est une agence qui existe depuis 1998. Ce soir, nous avons Bruno Belenfant avec nous qui va nous présenter le projet. Il est associé à Loïc Daubas à l'agence. C'est une agence singulière, on peut le dire, parce que c'est une agence qui a toujours porté depuis le début des vraies problématiques en termes d'environnement et en termes de santé. La santé à l'intérieur du logement et à l'intérieur de l'habitation. Et donc l'atelier Belenfant s'est d'abord consacré à des restructurations de bâtiments anciens et ensuite à travailler sur des sujets beaucoup plus vastes, notamment marché public, avec une ligne directrice, c'est l'implication sociale et environnementale adaptée à chaque projet. De nombreuses distinctions, vous avez été lauréat du prix public Aperçu, c'est un prix qu'on connaît bien ici. Donc, en 2017 avec le pôle en face de Bouvron, vous avez été sélectionné au prix national de la construction bois en 2016 pour le bâtiment de la Passerelle, lauréat d'ailleurs je crois aussi. Deuxième lauréat, et sélectionné à la Biennale de Venise dans le pavillon français en 2016. Des belles réalisations. En parallèle, vous êtes tous les deux enseignants en école d'architecture, à l'école d'architecture de Nantes et de Rennes pour monsieur Daubas. Et nous vous invitons ce soir donc, pour la maison que vous avez réalisée à Nozay, pareil l'année dernière. J'ai repris aussi une petite phrase sur votre site internet. Nous concevons notre rôle comme traducteur de besoins et d'envie en espace. Nous sommes conscients de l'effet papillon et œuvrons pour que nos choix soient les plus vertueux pour nous tous et notre planète Terre. Alors je vais vous présenter ce projet qui est pour moi un peu particulier puisqu'en fait c'est ma maison. Enfin la maison pour moi et ma famille. Que nous avons conçue, construite et qui s'est terminée l'année dernière. Donc, en gros, le grand temps du projet, les grandes dates, c'est le début de conception en 2011, début du chantier, conception assez longue finalement, parce qu'il y a eu beaucoup de sédimentation d'idées, etc. Début du chantier, par contre, juin 2017 et emménagement en avril 2018. Donc, chantier très rapide. Et quand bien même, on a nous-mêmes mis la main à la pâte. Alors, quand on m'a proposé de raconter l'histoire de ma maison, j'ai tout de suite pensé à cette histoire-là, l'histoire d'une maison, que je recommande à tout le monde de lire, qui est en fait une histoire initiatique d'un futur architecte qui conçoit une maison pour sa sœur, donc à un moment particulier de l'histoire qui est la chute de l'Empire de Napoléon III en 1870. Et donc c'est la petite histoire de la maison qui rejoint la grande histoire de France et l'histoire des techniques en même temps, puisqu'on est à un moment aussi particulier de l'histoire de la construction. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ça rejoint encore toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est-à-dire quand on veut concevoir une maison, on a un site, comment l'implanter dans un site, donc faire le tour du site, bien l'arpenter, le comprendre, avoir une culture du site et le connaître en profondeur, connaître les ressources qui sont à disposition, à plus ou moins grande proximité. Il y a des ressources qui sont directement là, sous nos pieds, donc pourquoi ne pas les utiliser? C'est toutes les questions également qui se posent de tout temps, c'est-à-dire l'orientation, le climat, les vents, les vues, voilà, et j'en passe. Et la question, bien sûr, la question économique, qui est une question récurrente, bien sûr, forcément, puisque les budgets ne sont jamais illimités. Donc voilà un petit aperçu, là, en cours de chantier, qui résume pas mal finalement, pour une petite image comme ça, résume pas mal de questions entre la nature, la ressource, la terre, le bâtiment qui se construit. Et donc, il est assez emblématique sur les différents plans, les différentes profondeurs de tout un questionnement. Et puis, quand on travaille sur la conception d'un bâtiment, d'une maison, quelques bâtiments que ce soit, on a toujours des horizons comme ça qui sont dessinés, décrits par certains projets, par certaines réalisations qu'on a vues. Et particulièrement, cette image-là, pour moi, c'est une image assez emblématique et qui est presque obsessionnelle. Une question de lumière, de matériaux, et c'est un projet donc un projet conçu par une architecte autrichienne, une jeune architecte autrichienne qui est Anna Heringer. Donc c'est une école qu'elle a conçue au Bangladesh. Et donc voilà, c'est un projet absolument formidable, à la fois pour la question des matériaux, c'est-à-dire la terre crue, le bambou,
les textiles qui sont utilisés dans l'aménagement de cette école-là. Donc, concevant par ailleurs, nous, à l'agence aussi des écoles, eh ben, c'est une image qui nous fait saliver, parce que maintes fois, on s'est dit, un jour, une école comme ça, on pourra la faire ici, en France, malgré tous les obstacles qu'il y a pour le faire. Parce que dans un pays que certains pourraient juger, on va dire, moins bien développé que la France, on peut faire des choses, on va dire, des réalisations bien plus marquantes qu'avec toute notre technologie, on peut faire ici en France. Sachant que c'est une école aussi qui est basée sur une réalisation qui est basée sur l'utilisation des savoir-faire locaux et l'utilisation de la main-d'œuvre locale et des matériaux qui sont sur place. Voilà, donc là c'est une image de cette maison-là, façade sur rue. Alors le contexte, c'est un contexte, on va dire, urbain d'un bourg, d'une petite commune qui est la commune de Nozay, à 40 km au nord de Nantes. Et donc c'est une commune de presque 4000 habitants. Donc on est vraiment dans le bourg, bien que ce ne soit pas vraiment très, très dense. On est sur une rue, une petite rue qui est construite d'un côté, mais qui n'était pas construite de l'autre. C'est une parcelle maraîchère. On a juste ce bâtiment en pierre au bout qui fait l'angle de la rue. Et néanmoins, c'est une petite rue qui ne paye pas de mine, mais qui historiquement qui est très importante, puisqu'en fait, elle figure déjà dans le cadastre napoléonien. Et donc, c'est la rue en fait, qui traverse le bourg de Nozay et qui fait, en fait, c'est la route qui va de Châteaubriand à Guérande. Donc, une route très empruntée, notamment une route du sel. Voilà, donc c'est une rue qui ne paye pas de mine, mais qui historiquement est présente. Et la grosse interrogation, c'est ce dénivelé, puisque le terrain lui-même est 2 mètres au-dessus de la rue. On se dit c'est forcément du remblai, mais non, en fait, c'est déjà présent depuis très longtemps ici. Alors on sait, et on a pu trouver sur site on est sur un site d'extraction de fer sur Nozay. Et donc, même en creusant, on a trouvé du minerai de fer sur le terrain. Bon, on ne l'a pas réutilisé parce que ça, on aurait pu. On a eu l'idée de faire un four de campagne et puis de transformer la ressource en fer. Mais bon, on n'est pas encore allé jusque-là. Un jour, on le fera. Mais voilà, donc on est sur un site qui n'est pas neutre. Voilà. Donc ce dénivelé, en tout cas, c'était à la fois l'une des raisons qui rend ce terrain intéressant. Ce terrain singulier et intéressant, c'est ce dénivelé-là. Après, comment en tirer parti, comment le projet va faire en sorte que ce dénivelé-là ne soit pas une contrainte, mais au contraire un atout. Donc, finalement, tout l'intérêt de cette maison-là, qui est d'ailleurs, la rue est assez bien orientée, c'est-à-dire que la façade est orientée quasiment plein sud, donc permet de bénéficier assez facilement des rayons du soleil. Donc toute la partie rez-de-chaussée, c'est un socle minéral qui fait soutènement par rapport au terrain, donc qui abrite des fonctions annexes comme les garages, une remise et l'accès à l'étage. Et donc la maison se développe côté rue en R+1 et côté jardin en rez-de-jardin. Donc on est de plein pied par rapport au jardin. Et ce qui fait cette situation singulière, vu que les pièces de ce niveau-là sont en double orientation. C'est-à-dire qu'en fait, on est ouvert des deux côtés, on est en balcon sur la rue d'un côté et de plein pied sur le jardin de l'autre côté. Alors, étant plein sud, effectivement, on a une situation privilégiée par rapport à l'ensoleillement et au climat. Donc, on se protège avec des brises-soleil orientables qui permettent de moduler simplement la lumière. Donc, de préférence d'ailleurs à des volets roulants qui sont des choses que nous aussi on fait extrêmement rarement, parce qu'en fait, c'est rarement pertinent comme solution. Et les matériaux de façade, donc l'ossature bois qui est sur les 2 niveaux supérieurs est revêtu d'un bardage bois. Alors c'est quelque chose d'assez récurrent. Quand on fait un bardage, finalement on expérimente depuis assez longtemps ce type de bardage. C'est un bardage vertical, brut, de sciage. Sans usinage, rien, c'est de la planche. Et c'est ce qui vieillit le mieux. En vertical et brut, avec juste des couvre-joints pour protéger l'ossature bois. Et puis là, une vue intérieure, donc là on est sur la façade arrière côté jardin, donc un volume qui fait tampon vis-à-vis du jardin. Vous voyez donc là, c'est
Alors vous voyez, en fait, le chantier n'était pas complètement fini quand on l'a terminé, mais donc il n'est jamais vraiment fini d'ailleurs. Mais on a ces baies-là qui donnent côté jardin et cette façade lumineuse en polycarbonate qui peut s'ouvrir avec des grands volets coulissants. Donc ce qui fait que de l'intérieur, on est complètement en prise avec le jardin, en direct, avec un accès direct. Et quelques ouvrages, on a deux comme ça, deux terrasses à l'étage supérieur qui permettent de se projeter vers le jardin. Et donc, comme vous avez remarqué, le bâtiment est en deux parties. Je reviens en arrière. Donc une première toiture ici qui est là-haut, qui est en toiture terrasse, une membrane synthétique, et sur l'arrière, une toiture qui couvre cet espace tampon qui est recouvert de panneaux photovoltaïques. Alors, justement, cette toiture-là me permet d'aborder la question des matériaux biosourcés, puisqu'en fait, tous les isolants sont en matériaux biosourcés, que ce soit l'isolant au niveau de la dalle du rez-de-jardin qui est du liège, la laine de bois, etc. On a de la ouate, enfin un isolant pour l'acoustique en ouate et fibre de chanvre. Et la particularité, qui n'est pas toujours facile à concilier, c'est un isolant biosourcé avec une toiture en membrane synthétique. Et en fait, la réponse qu'on commence à faire depuis un moment et qui marche bien finalement, c'est de faire une toiture froide ventilée. C'est-à-dire qu'en fait, l'isolation est ventilée, elle respire. Tous les isolants respirent. Il n'y a pas le blocage de la vapeur d'eau par une membrane synthétique. Il y a une lame d'air. Bon, c'est peut-être un peu technique, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Donc voilà, donc là on est sous la partie de toiture qui est recouverte avec des panneaux photovoltaïques. Et alors je fais à l'envers, en fait, je commence par la fin, puis après on va petit à petit aller vers le début. Et donc tout l'étage, enfin le rez-de-jardin et le R+1 donc sont en ossature bois, et l'ossature bois et les murs de refend intérieurs, donc qui ne sont pas en contact avec l'extérieur, sont remplis avec des briques de terre crue, qu'on appelle sur la technique de l'adobe. Et toutes les parois extérieures sont en béton de chanvre. Donc béton de chanvre, ça veut dire c'est pas un béton traditionnel comme il y en a ici, là. C'est un liant qui est la chaux avec un granulat qui est la chènevoite issue de la plante, le chanvre. Et donc l'ensemble fait un isolant, un mur isolant qui fait 35 cm d'épaisseur et qui vient s'appliquer sur l'ossature bois. Et ensuite, à l'intérieur, c'est fini en enduit terre. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est les briques d'adobe qui viennent remplir les caissons qui sont délimités par les montants d'ossature bois. Et qui permettent de faire aussi des petits jeux de claustras pour à la fois ajourer et en même temps faciliter les circuits de convection de l'air chaud qui peut monter à l'étage. Donc la maison est chauffée avec un poêle à bois, uniquement un poêle à granulés. La réglementation impose qu'on ait des chauffages complémentaires. Donc on les met, et une fois qu'on a la conformité, on les enlève, c'est pas grave, parce qu'en fait ils servent à rien. Des convecteurs électriques qui ne coûtent pas cher et qu'on enlève à la fin et qu'on revend. C'est tout le problème réglementaire de la réglementation thermique 2012 qui n'est pas du tout adaptée à certaines façons de chauffer une maison. Un poêle à bois suffit amplement et on l'a expérimenté maintenant depuis un moment, donc ce n'est pas un problème du tout. Voilà, on voit de l'autre côté cet escalier qui permet d'accéder à l'étage qui est entièrement recouvert de ces briques de terre crue. Voilà, c'est quelques images, puis après je vais vous montrer un peu dans la conception comment on est arrivé là. Ces briques-là qui venaient d'être fabriquées, donc qui sont qu'on voit de près, donc c'est un matériau qui a une texture, une chaleur, une qualité au toucher qui est absolument incomparable. La photo, en fait, même si elle est belle, elle ne rend pas compte exactement de ce que c'est que ce rapport au matériau. Et voilà, le matériau vient de là. Donc voilà, cette photo-là, c'est peut-être la. Si j'en avais qu'une seule à montrer, ce serait celle-là. C'est-à-dire que là, c'est sur le chantier. Hein. On a creusé, terrassé pour construire la maison, et puis donc on avait ce front de terrain là, qui est comme une coupe géologique. Vous avez
en partie supérieure, vous avez 20 cm, 20-25 cm de terre végétale. Et puis petit à petit, on a toute une stratification avec des couleurs différentes. Et vraiment, c'est multicolore. Ça va du violet au rouge, jaune. Il y a même parfois des petits granulats un peu bleutés. Vous voyez ici en fait un ensemble de pierres, une roche très altérée, qui sont issues du tamisage tout simplement de la terre qu'on a utilisée pour faire les briques. Donc on les voit là, c'est un peu comme un éboulis. On trouve de temps en temps quelques fragments de minerai de fer là, sur cette coupe-là. Voilà, donc la terre qui a été utilisée dans la maison vient directement du terrain. Donc elle a été prise sur place, mise de côté, et puis après travaillée sur place et remise en place directement. Elle n'a pas fait de voyage, elle a voyagé de maximum une vingtaine de mètres, quoi. Et voilà. Donc voilà, cette terre-là, elle est travaillée, tamisée, avec des moyens très rudimentaires finalement, hein, avec de la récupération de palettes, un grillage à poules, et c'est parti, il n'y a pas besoin de plus pour faire des ouvrages assez ponctuels, donc qui ont permis de préparer la terre pour faire des briques d'adobe. Et puis toujours matériel très rudimentaire, le fait de faire un moule, d'utiliser ce moule pour faire des briques de terre et les aligner sur le sol, les faire sécher. Alors ça tombait bien, c'était dans une période estivale en 2017 où il faisait très chaud. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie, très peu, un petit peu. En plus, on était abrité, donc il n'y avait aucun problème. Donc ça séchait relativement vite. Donc en 2 semaines, on avait des briques sèches. Et puis voilà, après, on les a montées dans les murs en ossature bois. On avait bien préparé la dimension de ces briques-là, l'alternance des différents rangs, le calpinage par rapport à la hauteur des traverses bois, de façon à ce que ça ait un rendu assez soigné. On a pris soin d'alterner. Il y a 2 types de briques, on les voit ici. Des briques assez épaisses, ici assez hautes, et puis tout d'un coup un rang de briques plus plates. Et on alterne les 3 rangs de briques hautes, un rang de briques plates, et ainsi de suite. Ce qui donne un rythme plus intéressant que si c'était juste le seul même modèle de brique qu'on utilisait exclusivement. Alors je reviens encore du coup en arrière, c'est les prémices de la conception. Alors là, c'est pas compréhensible ce que j'ai montré là, mais en fait j'ai retrouvé mes carnets de croquis de l'époque, donc qui datent de 2011. Et puis voilà, je me suis un peu replongé dedans pour voir un peu comment ça a évolué. C'est vraiment les prémices, c'est-à-dire qu'on lâche un peu toutes les idées. Voilà, on suit une idée, on suit un fil, et puis après le fil, soit on le tient, soit on le lâche, soit on va voir ailleurs, soit on le garde. Et donc j'ai retrouvé, une 60aine de pages de carnet de croquis, mais c'est vraiment que les prémices, c'est-à-dire que c'est avant même de passer au plan sur calque, ou encore même bien avant l'informatique. Et effectivement, la plupart des architectes que je connais travaillent nécessairement à la main. C'est assez rare et même contre-productif de travailler directement en informatique. Je ne vois pas comment c'est possible d'ailleurs. Et voilà, donc je vous ai extrait quelques pages de croquis pour vous montrer qu'on ne cherche pas à faire des beaux dessins. En fait, c'est des dessins de conception, c'est-à-dire d'organisation en plan, en coupe, des petites idées comme ça qui passent fugitives et qu'on essaye de fixer sur le papier pour pouvoir s'en souvenir et les réutiliser, pour capitaliser un peu tout un ensemble d'idées qu'on compile. Et donc, en fait, l'organisation en plan, elle tourne forcément autour des questions qui sont la place d'un escalier. La première chose à laquelle on pense quand on conçoit une maison, c'est comment on va mettre l'escalier. Parce que l'escalier, à partir du moment où il est placé dans un plan, finalement, il génère tout le reste. Donc la place de l'escalier, c'est un élément essentiel. Il ne vient pas à la fin, il vient au début. La place et je dis souvent même en rigolant, c'est 2 éléments essentiels, c'est la place de l'escalier et des toilettes. Quand on a fait ça, après, le plan, il est fini. Et c'est ce qui passe le plus de temps à faire. Et donc, il y a différentes façons de placer un escalier voilà, et qui permettent de distribuer des espaces divers, donc de passer des espaces plutôt collectifs à des espaces plutôt privatifs. L'organisation, effectivement, quand vous voyez des notes de calcul, ça veut dire que on cherche à tramer, à ce que ça rentre, à caler les choses, les épaisseurs de murs, les trames constructives. Effectivement, après chacun sa façon de concevoir. Moi, je vais assez rapidement sur la définition des trames constructives dans un plan. Et donc, pour moi, la trame constructive est quelque chose d'important.
Elle a une incidence importante sur les portées des planchers, par exemple, et donc sur le dimensionnement des poutres, des solivages, et également, in fine, sur le coût également. Plus on cherche à faire des portées importantes, plus on va avoir des coûts induits qui seront importants. Donc le but est d'essayer d'aller vers des éléments constructifs qui soient les plus standards possibles. Donc des planchers standards, massifs, en évitant le recours aux lamellés collés ou d'autres systèmes. Et donc, j'en ai mis quelques-uns, croquis, on voit toujours un peu les mêmes questions qui finissent par se figer vers une direction, c'est-à-dire un plan assez en longueur avec une trame qui alterne, une trame constructive d'environ 3 mètres, 3 mètres 50, qui permettent d'être le plus souple possible pour s'adapter à la configuration des lieux. En cherchant également parfois des petites visions comme ça d'un espace à double hauteur qui ne s'est jamais fait d'ailleurs, mais voilà, qui permettent d'aller au bout d'une idée avant de la continuer ou de l'abandonner. On voit la façade en général, ça vient vraiment à la fin, c'est des questions qui se posent vraiment quand on a un peu épuisé tout le reste. Et puis les questions de forme et de façade, c'est des questions en fait qui ne sont pas forcément très intéressantes, mais il y a un moment, on est obligé de s'y coller. Et là, les questions qui se posent peuvent être assez douloureuses parce que finalement, ce qu'on a pu essayer de concevoir en plan, peut-être qu'en façade, ça rend un truc qui est absolument moche. Et on se pose toujours ces questions. À quoi sert une fenêtre? Une fenêtre, elle sert à voir dehors. Elle sert aussi à faire rentrer la lumière. Et elle sert à voir, mais ça veut dire voir comment, c'est-à-dire que voir en panorama, voir en vue plongeante. Bon, toute la composition de façade, en fait, elle est issue de ce questionnement sur la signification et l'utilisation d'une fenêtre. Voilà, je crois que le temps est fini, donc je vais passer vite. Donc, je vous montre un peu toutes les étapes. C'est pas la peine de tout détailler. Se posent aussi les questions techniques. On fait des coupes techniques. Là, je me suis posé la question de faire des cloisons en torchis à un moment, donc d'insérer dans des ossatures bois des quenouilles de terre pour avoir cette qualité de matériaux. Voilà, je passe un peu fouillis. Voilà, d'autres tentatives complètement différentes. Je crois que c'est en fait les premiers croquis sont les premières prémices sont les derniers croquis finalement. Au passage, finalement, je retrouve dans ces carnets de croquis-là des croquis d'un voyage à Lyon, par exemple. Mais tout ça, ça nourrit le projet quelque part, les voyages et les découvertes. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que je suis allé à Rome, en plein entre deux croquis sur la maison. Des façades, voilà, toujours la question des trames constructives, la place de l'escalier qu'on retrouve souvent dans ces croquis. Et puis tout d'un coup, j'ai retrouvé finalement le premier croquis des prémices du projet dont il a été question tout à l'heure, le projet de l'école de Bouvron, qui nous a valu le prix il y a 2 ans, le prix du public. Et en fait, tout le concept principal est là, même si le projet est un tout petit peu changé, mais en fait, c'est la première fois, c'est ce premier croquis sur lequel le concept a été mis sur le papier. Voilà, je passe. Voilà, et puis voilà, je finis sur cette image-là du mur en terre qui est beau en chantier. Voilà, merci.